Très bien. Écoutez, il est 18h05. Je vous propose de commencer. Tout d'abord, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Rénov CoPro. Je m'appelle Mathieu Leduc. Je suis conseiller info-énergie référent en copropriété à l'Agence locale de l'énergie et du climat. Alors, ce soir, on vous propose une nouvelle thématique. La dernière fois, on s'intéressait au rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce soir, on va plutôt s'intéresser à la question de la maîtrise d'œuvre et puis des assurances également qui peuvent être liées à la réalisation de ce type d'études. Au niveau du webinaire en lui-même, ça va se dérouler de la manière suivante. On va laisser parler tout d'abord nos deux invités du jour. Et puis, l'idée ensuite, ce sera de vous proposer un temps d'échange comme on a l'habitude de le faire en toute fin de webinaire pour avoir le temps de poser vos questions. Donc, pendant les interventions, soit vous pourrez me transmettre vos interrogations par le biais du chat qui est à votre disposition, ou sinon en levant la main comme l'application peut l'offrir. Et puis à ce moment-là, je vous donnerai la parole une fois les interventions terminées. Voilà. Alors, avant de commencer, comme j'aime à le faire, revenir sur quelques notions sur la LEC sud-parisienne, qui nous sommes. Nous sommes une organisation neutre et indépendante. Nous proposons des différentes missions d'accompagnement à l'égard des particuliers en maison individuelle, en copropriété, les collectivités aussi, et puis des professionnels de manière générale. Notre périmètre d'intervention est historiquement Grand Paris Sud, et depuis le 1er janvier, on est habilité à pouvoir proposer nos services sur Val-d'Isère, Val-de-Seine, pareil, donc pour aller sensibiliser, informer au maximum les copropriétés de ce territoire. Donc, de fait, on a deux missions structurantes, hein, des missions, comme je viens de le dire, d'information, de conseil, de sensibilisation, et puis des missions davantage d'accompagnement stratégique et technique, donc en appui des élus, des collectivités locales qui en ressentent le besoin. Au niveau de nos domaines d'intervention, généralement, on est plutôt sollicité sur les questions de préservation du patrimoine privé et public. Au niveau de notre périmètre, de notre écosystème plutôt des acteurs avec lesquels nous sommes amenés à régulièrement travailler, on retrouve les opérateurs ANA de manière générale, mais pas que. Hein. Vous avez aujourd'hui d'autres sociétés qui sont en mesure de proposer ce qu'on appelle des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous sommes amenés à collaborer également avec les gestionnaires d'énergie, les distributeurs d'énergie plutôt, les banques, et dans un périmètre un peu plus restreint, les communes, bien évidemment, les conseils départementaux du 91 et 77, du coup les agglomérations, et puis également d'autres structures semblables à la nôtre, mais qui interviennent plutôt sur les questions juridiques telles que la DIL, ou encore d'ordre architectural avec les fameux CAUE, donc les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et puis, bien évidemment, les syndics de copropriété et les maîtres d'œuvre. En ce qui concerne les différents niveaux de conseil que nous proposons, ils prennent plusieurs formes, de l'accompagnement type ponctuel à l'accompagnement complet qui se matérialise chez nous par un acte d'engagement qui est passé entre notre agence et puis la copropriété, et qui permet d'échanger, de valider à titre officiel l'engagement des deux parties, de pouvoir pour la copropriété, bénéficier d'aide locale, de bénéficier également d'aide départementale, puisqu'elle sera du coup suivie par notre ALEC. Donc, c'est un des critères, une des conditions pour bénéficier d'aide du département. Et puis également, plus largement, de bénéficier du retour d'expérience d'autres copropriétés par le biais de l'organisation de petits groupes d'échange, de manière présentielle, et qui leur permettra justement d'aller recueillir un petit peu les difficultés rencontrées éventuellement par d'autres copropriétés, et de pouvoir, en ce qui les concerne, s'en servir pour faciliter la réalisation de leurs projets.
Alors justement, un projet de rénovation, comment ça se déroule? Vous avez au départ avec nous la possibilité donc d'organiser une visite technique, hein, une fois qu'on a signé cette charte. Et à partir de là, on va vous aider à faire le point, l'état des lieux sur l'état de votre bâtiment, qui constitue une première étape préalable et qui va vous servir ensuite lorsque vous rentrerez en contact avec soit un auditeur, soit un maître d'œuvre un peu plus tard dans votre projet. Notre mission est également de vous aider à la décision dans le choix d'un auditeur. On vous aide sur le travail de rédaction du cahier des charges de l'audit et on est également présent durant les réunions importantes dans le cadre de cet audit. Le tout dans le but de vous aider à l'arrivée à choisir un programme de travaux qui ensuite va vous ouvrir la porte de l'étape de maîtrise d'œuvre où là, pareil, on effectuera un travail euh, semblable à ce qu'on peut proposer durant la phase d'audit, donc sur la rédaction d'un cahier des charges, et puis, euh, et puis vous aider à la décision dans le choix d'un professionnel qualifié sur la compétence maîtrise d'œuvre. Ensuite, on se tient un peu plus en retrait sur le vote des travaux, la réalisation des travaux, puisque je dirais que notre travail se situe, comme vous pouvez le voir, bien en amont du projet. À partir du moment où vous arrivez au vote des travaux, donc je dirais que l'essentiel de notre travail a été fait. Et dans ce cas-là, on passe le relais aux professionnels, aux sachants, donc aux maîtres d'œuvre, et puis le syndic qui travaillera justement conjointement avec le professionnel pour la bonne réalisation de vos travaux et la bonne réception de ces mêmes travaux. Voilà en substance le déroulé d'un projet. Alors, justement, dans un projet de rénovation, quelque chose qu'il est important de comprendre, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes qui gravitent autour de vous en tant que maître d'ouvrage. Vous avez les structures accompagnatrices telles que nous. Vous avez également d'autres professionnels du bâtiment, comme les coordonnateurs SPS, les bureaux de contrôle, éventuellement des organismes certificateurs, un assistant à maîtrise d'ouvrage, dont le rôle vous a été présenté dans un précédent webinaire. Et surtout, vous avez le maître d'œuvre qui est le sachant et qui est celui qui va vous aider à définir très précisément un programme de travaux. Donc, le maître d'œuvre tient un rôle essentiel pour la qualité de votre bâtiment. C'est un professionnel qui est à l'écoute des attentes du maître d'ouvrage, c'est important de le souligner. Il est aussi là pour mener l'analyse des offres des entreprises travaux qui vont réaliser chaque lot de travaux qui sera voté. Il est là aussi, vous l'aurez compris, pour assurer le bon déroulement de ces travaux. Donc, c'est un professionnel qui est vraiment à vos côtés et qui est là pour vous aider à vraiment sécuriser la réalisation de votre projet. Enfin, c'est aussi un constructeur au sens de la loi et qui engage sa responsabilité décennale. Alors, du coup, je ne vous en dis pas plus. Je pense avoir suffisamment planté le décor pour laisser la parole à notre premier invité du jour qui a fondé la société Efficience, qui est une société spécialisée dans la réalisation d'audits énergétiques, mais aussi la réalisation d'études de conception. Du coup, je vais avoir le plaisir d'accueillir Philippe Herbulot. Philippe, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la maîtrise d'œuvre vue par Efficience? Merci Mathieu, merci pour l'invitation, merci à tous d'être présents ce soir pour échanger. Donc en effet, je vais partager mon écran. Ouais, et je vais arrêter le mien en parallèle. Là. Et du coup, on va pouvoir basculer normalement. Est-ce que vous voyez bien, mon écran en entier? Mathieu, je n'ai plus de visibilité, du coup, je suis plus qu'à Oui, l'oreille. j'ai coupé ma caméra pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de connexion. OK. Tu as juste à partager ton écran et on sera tout. Et là, ça y est, je l'ai partagé. Donc, normalement, vous devez avoir les informations. Alors, moi, je n'ai rien qui s'affiche. Ah, alors. Ouf. Revenir. Là.
ici. Je crois que c'est parce que tu es encore sur… Ah, ça arrive. Là, c'est bon. On le voit. D'accord. On voit ta présentation. Parfait. Ah, voilà. Donc, juste rapidement, Efficience, nous sommes une ingénierie de conseil en immobilier durable. Donc, quelque part, on embrasse en fait l'ensemble des actions de la construction, de la rénovation au sens large, dans le sens où on est à la fois en capacité de pouvoir gérer la partie audit, comme la partie maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution. Et également, on est en aval de cela, on cherche à assurer et garantir en fait la performance de ce qu'on a préconisé et réalisé durant la période chantier, en proposant aussi des offres de commissionnement et de suivi des installations. Également, nous sommes présents sur une démarche beaucoup plus large sur l'évaluation des performances avec de l'instrumentation au niveau des différents bâtiments que l'on peut monitorer. Pour entrer dans le vif du sujet, déjà un préalable. Quelque part, quand on parle de rénovation, pour nous, c'est une équation à plusieurs inconnus. L'équation à plusieurs inconnus, on ne fait pas quelque part qu'enfiler ou juste apposer un certain nombre de contraintes techniques pour en faire quelque part un collier de perles. Il y a réellement un enjeu à comprendre le projet, de manière générale, de la maîtrise d'ouvrage et donc du conseil syndical en particulier et de la copropriété. Donc, chaque projet, pour nous, est un nouveau projet. Ce n'est pas un copier-coller de ce que l'on a fait auparavant. Donc, il est important aussi de pouvoir l'intégrer et le dire. La rénovation énergétique, c'est, comme je l'ai dit, c'est une équation à plusieurs inconnus. Avec, on est face à un mur et il est nécessaire de passer par des étapes pour pouvoir comprendre et pouvoir en fait faire appel à l'ensemble de l'intelligence des différents acteurs qui vont intervenir sur votre opération d'audit, mais aussi de maîtrise d'œuvre, pour pouvoir réaliser avec vous. Et donc, il est nécessaire de prendre de la hauteur sur ces problématiques de rénovation. Également, chez Efficience, même si on est quelque part une équipe de maîtrise d'œuvre relativement jeune, puisqu'on a créé il y a maintenant 2 ans, mais ça fait quelques années que nous sommes, moi-même et les 2 autres associés, dans le marché de la conception et de la maîtrise d'œuvre. Donc, pour cela, en fait, on a vu aussi ce qui marchait moins bien. Et notamment sur une approche, en fait, que nous qualifierons, nous, collaborative, il faut avoir un état d'esprit non pas hiérarchisé, où en fait l'ensemble des corps de métier ou des compétences que l'on va retrouver sur un marché de rénovation vont les uns après les autres se succéder, mais réellement aller vers une approche collaborative. Et le projet, quelque part, est au cœur de l'enjeu de l'ensemble des intervenants, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, que ce soit le maître d'œuvre, mais également les différents corps de métier et même les usagers doivent être interpellés par rapport à ce projet-là. C'est ce qui est aussi, ce qui fera la réussite quelque part d'un projet et de la compréhension de ce projet-là par l'ensemble des acteurs. Un marché de rénovation, ce n'est pas que du bâti, que des systèmes. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas un copier-coller de ce qui potentiellement existe, mais c'est réellement en fait une démarche globale sur une réflexion globale qui touche à l'humain, qui touche à votre quartier, à votre territoire, à votre site, qui touche aux matériaux, aux systèmes, qui touche aux enjeux à la fois environnementaux, mais également énergétiques. On va vous promettre quelque part de la performance. Au-delà de la promesse, qu'est-ce qu'il en sera une fois que le bâtiment sera rénové? Qu'est-ce qu'il en sera à la remise des clés, mais aussi derrière dans le suivi des installations et de la réalité les 2-3 ans qui vont suivre votre rénovation. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est important d'intégrer en fait dans l'offre de rénovation et notamment dans l'offre des gens qui vont vous aider à faire et donc dans l'approche de la maîtrise d'œuvre. Donc, dans cette approche de maîtrise d'œuvre, c'est déjà une approche pluridisciplinaire, ce qui veut dire que vous allez retrouver un certain nombre de compétences. La compétence de l'architecte, qui, dans un premier temps, va faire un diagnostic architectural de votre bâtiment. Quelque part, il va identifier les forces et les faiblesses du bâtiment. Il va vous proposer une approche esthétique aussi de cette rénovation. Il va également avoir un rôle par rapport à l'intégration urbaine, c'est-à-dire que quand vous allez toucher à vos façades,
ou amener une surélévation ou un agrandissement, je ne sais quoi, à partir de ce moment-là, il sera important aussi de se rapprocher en fait de la collectivité. Il sera également en relation avec les tiers et réalisera les plans en fait de la rénovation. Ensuite vient le bureau d'études qui sera là pour vous faire un diagnostic technique qui analysera quelque part les potentiels d'amélioration avec des calculs thermiques, de dimensionnement de vos installations, de chauffage, de chaude sanitaire et de ventilation. Vous aurez également une compétence d'ingénierie financière qui sera amenée, on va le voir tout à l'heure quand on va parler de prix, vous aider à faire passer, entre guillemets, la pilule du prix de la rénovation. Vous aurez forcément un économiste, alors même s'il ne sera pas présentement physiquement avec vous, il faut savoir qu'un certain nombre de bureaux d'études et d'architectes ont ces compétences-là ou s'associent avec des économistes pour réaliser, quantifier, réaliser les métrés, quantifier les besoins de matériaux et identifier le coût que cela représente. Et enfin, vous aurez besoin aussi de compétences de facilitateurs qui vont vous aider à faire en sorte que votre projet de rénovation soit bien compris par l'ensemble des copropriétaires qui vont permettre de manager quelque part le projet, notamment sur des phases de diagnostic ou des phases d'audit, et ça par le biais en fait d'ateliers qui seront amenés à être réalisés pour que l'ensemble des copropriétaires puissent comprendre les problématiques et avoir un certain nombre d'éléments de réponse. De la même manière, tout à l'heure, je vous ai parlé de la notion de coût. C'est vrai que quand on parle de coût, voilà, je vous ai donné un exemple. Là, c'est un exemple de copropriété qu'on est en train de rénover. Il y a un scénario 1 qui est un simple ravalement de façade et de pignon avec un coût de 890 000 €. Et un scénario 2 qui est, voilà, on embarque la rénovation énergétique en plus du ravalement et on intervient en termes d'étanchéité et avec la mise en place d'une égro B et qui fait un coût de 1 643 000 €. Alors, si on avait éventuellement la possibilité de faire des petits tests, messieurs les copropriétaires présents, quel est le choix de votre scénario? D'une manière naturelle, on va avoir tendance à dire, voilà, on ne veut pas trop dépenser, puis quand même, ce sont des sommes qui sont relativement importantes. Regardons ça de plus près. Donc, je reprends en fait ces deux scénarios. Sur le premier scénario, où quelque part, je n'ai aucune rénovation et isolation thermique, je n'ai que le ravalement de la façade, voilà, j'ai un coût pour un T4 qui représente à peu près 8 600 €. Bien entendu, ce coût T4 représente sur un remboursement d'emprunt sur 15 ans 55 €. Je n'ai pas d'aide, aucune aide. Je n'ai pas d'aide de l'ANA. J'ai aucune économie générée par rapport à ce simple ravalement. Donc, globalement, j'ai un coût moyen sur un profil de copropriétaire modeste, très modeste ou non éligible aux aides de l'ANA, un coût moyen de 55 € par mois que je vais payer pendant 15 ans. Je fais le parallèle avec mon scénario 2. Sur le scénario 2, j'arrive quelque part à avoir un coût d'emprunt remboursé pour tout le monde à 85 € par mois. Quand je regarde mes 85 € par mois, j'ai une économie d'énergie estimée de 27 €. Ce qui me fait pour un premier propriétaire non éligible aux aides ANA un coût de 60 € par mois. Et quand je regarde les propriétaires occupants modestes et très modestes qui bénéficient d'un abonnement d'aide supplémentaire lié à l'ANA, des coûts de 35 € par mois et 20 € par mois. Ce qui veut dire, si on analyse tout ça très bien, c'est que le propriétaire non éligible, par rapport à un coût d'un simple ravalement, il est à 5 € de plus par rapport à un scénario 2. Alors qu'a priori, on aurait pu entendre les choses en se disant, non, 1,6 million, ça représente un coût. Sans compter, bien sûr, par rapport à ça, quand vous faites un ravalement avec une isolation par l'extérieur, vous prémunissez quelque part
des pertes ou des surconsommations d'énergie liées au chauffage l'hiver, mais également à l'inconfort d'été, puisque vous savez, et vous voyez, l'actualité nous en parle, à ces problématiques quelque part à ces problématiques quelque part de confort d'été, donc de canicule, où ça rend réellement les logements inconfortables. De la même manière, quand vous rénovez, vous amenez en fait une BMC, vous améliorez en fait et vous évitez les pathologies liées aux problématiques d'air, quelque part, vous allez mieux vivre dans votre logement. Vous allez avoir un meilleur confort et vous valorisez par la même occasion cette notion de patrimoine et de valeur verte liée au patrimoine. Donc, quelque part, quand on regarde cette approche financière, il est important en fait de ne pas s'arrêter au simple coût et un simple investissement. Souvent, les copropriétaires me demandent, lors des premières visites, que ce soit en audit ou première phase de maîtrise d'œuvre, me disent, mais c'est quoi le coût? Profitez quelque part des séquences, en fait, des différentes missions que vous avez dans le cadre d'une rénovation, puisqu'aujourd'hui, les missions se déclinent en 3 grosses parties, voire 4, si j'aurais été cohérent avec ce que je vous ai dit en début. C'est l'audit énergétique qui va vous permettre de prendre le temps et faire une analyse, en fait, des potentiels de votre bâtiment et de ses points forts et de ses points faibles. Et dans le cadre de cet audit-là, vous allez partir sur un certain nombre de scénarios qu'il est important aussi d'intégrer. Soyons fous, cette notion d'audit, c'est permet de voir les champs des possibles. Donc, c'est réellement le moment où vous serez en phase de pouvoir mesurer. Vous aurez possibilité de simuler un certain nombre de travaux, de bouquets de travaux qui vont vous impacter dans les prochaines années. Et les prochaines années, c'est dans les 10, 15, 30 prochaines années. Donc, il est important, en fait, de bien réaliser cette phase d'audit-là. Et ensuite, il y a la phase de maîtrise d'œuvre, de conception, où on va retrouver un petit peu toute cette notion de diagnostic, de projet, et derrière, la maîtrise d'œuvre d'exécution. Et ma 4e phase, c'est ce que je vous disais derrière, c'est aussi, vous avez un certain nombre de maîtres d'œuvre qui proposent des missions de commissionnement et de suivi de la réalisation de ces travaux par rapport à de la performance de bâtiment. Et je vous incite aussi à regarder ces offres-là, parce que certes, c'est des sommes qui sont de l'ordre de 3 à 5 000 euros suivant la taille des bâtiments, mais quand on voit l'incidence et l'économie que vous pouvez générer par rapport à tout ça au niveau de vos installations, ça peut être aussi intéressant de l'intégrer. Donc, du coup, dans la phase de maîtrise d'œuvre, qu'est-ce qu'on voit? Dans la phase de maîtrise d'œuvre, j'arrive. Vous avez donc le diagnostic de l'existant avec un état des lieux sur l'ensemble des parties communes et privatives de votre bâtiment. Souvent, en fait, les visites sont réalisées de concert avec le conseil syndical et syndic. Donc, on va vous demander un petit peu l'historique de la copropriété, les orientations de votre projet. C'est le moment où vous allez définir votre programme. Et c'est un élément hyper important, vous, conseil syndical ou copropriétaire, puisque vous êtes le maître d'ouvrage de cette phase travaux. Tout à l'heure, ma collègue parlera de cet aspect-là. Il est important en fait de bien définir le programme et bien définir vos attentes. Donc également, ça sera sur cette période-là que l'on va réaliser en fait tout ce qui est calcul thermique, évaluer les gains et les potentiels énergétiques de votre rénovation. À l'issue de ça, on aura réalisé quelque part un document qui va se nommer en fait un avant-projet sommaire qui sera alors proposé au conseil syndical. Suite aux échanges, on partira sur un projet beaucoup plus précis qui s'appelle l'avant-projet bref, l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif qui va permettre en fait de caler quelque part au plus juste votre projet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va partir et élaborer le plan de financement du projet. Donc, le projet, va vous permettre en fait de construire et de constituer un cahier des charges sur l'ensemble des lots qui seront concernés et définir quelque part la nature des différents travaux, la quantité,
la qualité et bien entendu la limite du périmètre des travaux. Donc, l'APD est un élément clé de votre projet. Cet APD, une fois qu'il sera réalisé, quelque part, ça sera à ce moment-là que l'on va pouvoir faire un appel à consultation aux entreprises. D'accord ? Et c'est à partir de ce document-là que les entreprises vont répondre pour proposer en fait un coût travaux. Une fois que l'on sera calé sur cette notion de coût, ce montage financier, et que l'ensemble des copropriétaires auront une vision claire de ce projet-là, on va passer à un vote au niveau de l'AG. À partir du moment où nous obtenons le go de ce vote, va se dérouler la phase travaux avec les différents intervenants. Donc, le rôle de la maîtrise d'œuvre, ça va être en effet de coordonner, de vérifier la performance, la réalité de ce qui se fait d'une manière quotidienne, hebdomadaire sur votre chantier, de suivre le chantier jusqu'à la réception du chantier. Et bien sûr, ça sera à ce moment-là que l'on va remettre les documents sur les œuvres de votre opération. Voilà, donc la maîtrise d'œuvre assure la coordination des entreprises lors de ce chantier. Et à la fin du chantier, donc on émet les réserves s'il y a des réserves d'un point de vue travaux. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire. Alors, en termes de timing, je ne sais pas si Mathieu… Si, t'es très bien, Philippe. Je te remercie d'avoir respecté le timing. T'es très, très bien. Écoute, j'en profite pour poser une ou deux questions avant de laisser Camille enchaîner. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, en complément de la maîtrise d'œuvre, les autres missions qui peuvent venir justement s'intégrer en complément de la mission de maîtrise d'œuvre, justement, et qu'il est nécessaire que la copropriété contractualise? Alors, en fait, il y a une mission ou des notions de coût. C'est parce que c'est vrai qu'il y a, quand on parle de la mission de maîtrise d'œuvre, il y a un certain nombre de coûts connexes. Là, il sera important et qui sortent du lot de la maîtrise d'œuvre. Vous avez en fait déjà des honoraires du syndic de la copropriété qui va passer un certain temps à suivre en fait et ce que fait le maître d'œuvre. Donc, il va falloir intégrer ce coût des honoraires du syndic. Vous avez la notion de l'assurance dommage d'ouvrage qui sera important aussi de regarder. Donc ça, je ne le développe pas, Camille le fera dans un deuxième temps. Vous aurez le rôle d'un contrôleur technique chantier qui peut être obligatoire à partir du moment où vous souscrivez une dommage d'ouvrage pour réaliser en fait les travaux. Vous aurez également l'intervention d'un coordinateur santé, prévention, sécurité qui est obligatoire à partir du moment où vous avez une cohabitation de deux entreprises sur des lots différents. Et vous aurez également un intermédiaire, alors je l'ai évoqué en principal, c'est l'ingénierie financière qui va vous aider à constituer vos dossiers financiers, vous, maître d'ouvrage, mais également auprès de chacun des copropriétaires, c'est-à-dire qu'ils vont vous prendre la main pour réaliser, vous aider dans la constitution de ces dossiers. Merci Philippe. Et on va du coup passer à notre seconde thématique du soir qui est dans laquelle on va s'intéresser un peu plus en détail à la question des assurances qui entre en ligne de compte dans le cadre d'un projet de rénovation. On va laisser la parole à notre deuxième invité qui est aussi chef de service veille et assistance juridique à la Mutuelle des architectes français. Je vais laisser la parole à Camille Porretta. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation, Camille. Je vous en prie, c'est avec plaisir, même si je vais parler de sujets pas très, très glamour à première vue, mais qui sont absolument essentiels. Donc j'espère que l'auditoire arrivera à suivre. Et par contre, je ne suis pas certaine d'être aussi forte pour tenir le délai, donc interrompez-moi si besoin. Je vais vous partager mon support. Hop, hop. J'arrive. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous?
Moi, en ce qui me concerne, c'est bon. Je pense que Tout le monde le normalement, tout le voit? monde doit pouvoir le voir. C'est bon? Bon, si vous voyez, c'est que tout le monde doit le voir. C'est parfait. Et donc, je commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Euh, Tout d'abord, vous parler, voilà, je vais vous montrer ce petit diagramme qui est assez révélateur. Vous dire que la MAF, aujourd'hui, c'est 50 000 dossiers sinistres à peu près qui sont gérés par un peu plus d'une centaine de personnes et qu'il faut savoir que la question des travaux de rénovation représente notre deuxième source d'inquiétude, c'est-à-dire notre deuxième source de sinistres. Donc, tout ce qui est travaux, donc on appelle ça de rénovation sur existant, génère énormément de sinistres. Et en termes de catégorie de sinistres, bon, bah, le principal, vous le voyez, c'est les problèmes d'étanchéité à l'eau, que ce soit en toiture, en façade, en sous-sol. Vient ensuite derrière la problématique de la sécurité d'utilisation. Alors ça, ce sont des points type non-conformité électrique, ou plus gravement la question des garde-corps, parce que ça peut générer, plus gravement parce que ça peut générer aussi des problèmes, des dommages corporels. Et puis, on a la problématique du défaut de stabilité. Donc, dès que vous touchez à la structure du bâtiment, soit parce que vous le surchargez, soit parce que vous creusez par-dessous, soit parce que vous ouvrez faites des ouvertures, là aussi, ça génère un fort contentieux. Et donc, pour nous, c'est un point d'attention particulier. Donc, voilà, les travaux sur existence, c'est vraiment une source de sinistre très importante, d'où l'importance de vous sensibiliser à ces problèmes et d'où l'importance de se faire accompagner par un maître d'œuvre. Il ne faut pas minimiser vraiment les risques attachés à ce type de travaux. Ce qui va m'obliger à vous parler d'un sujet pas très agréable, c'est-à-dire les notions très juridiques autour de la responsabilité des intervenants. Je suis obligée d'en passer par là pour que vous compreniez quelles sont les assurances qui doivent être souscrites pour vous assurer que l'entreprise, le maître d'œuvre, tous les intervenants qui vont être présents sur cette opération sont correctement assurés. Parce que c'est la clé aussi pour vous d'une opération sécurisée, c'est de s'assurer que les constructeurs qui vont travailler pour vous sont correctement assurés. Voilà, parce que le jour où il y aura un sinistre, il faut bien vous rendre compte que le delta entre le coût des travaux et le coût de réparation derrière, le coût du sinistre pris dans sa globalité, qui va aussi engendrer au-delà de la réparation du bâtiment, certainement des dommages dits immatériels, type préjudice d'exploitation et autres. Il faut bien vous rendre compte que tout ce sinistre sera sans commune mesure avec votre coût initial de travaux, généralement. C'est pour ça qu'il faut être bien assuré. Sinon, la copropriété ne va pas être en capacité d'assumer ce risque. Et Julien, pour je sais pas s'assurer... Pardon, Pardon, Mathieu, excusez-moi. j'ai l'impression qu'on n'entend pas Camille. Alors, est-ce que c'est moi de mon côté ou Et que, je sais pas. Alors, moi, de mon côté, non. le son est bon chez nous. D'accord, Bon, désolé. je poursuis alors. Donc, je disais que je vais être obligée de vous parler des responsabilités pour pouvoir identifier les assurances à mettre en place. Alors là, je parle vraiment des constructeurs, des intervenants sur le site. Les constructeurs, la loi considère que c'est principalement les entreprises, les maîtres d'œuvre, BET ou architectes, le contrôleur technique, voilà. Après, on parlera des assurances que vous pouvez souscrire vous en tant que maître d'ouvrage. Mais c'est deux sujets différents. Les responsabilités des constructeurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut mettre en cause la responsabilité d'un constructeur de deux manières. Soit un petit peu comme on le fera avec vous dans votre quotidien, parce que vous avez causé un dommage à quelqu'un involontairement, le hors-temps, vous avez cassé du matériel, fait tomber un pot de fleurs. Tout ça va générer des préjudices pour des tiers et vous allez engager votre responsabilité civile. On peut faire la même chose avec les constructeurs, plusieurs fondements. Soit vous avez un contrat qui a été conclu et dans ce cas-là, on va engager la responsabilité civile contractuelle. Soit il n'y a pas de contrat et on parlera de responsabilité civile délictuelle. Mais il y a une spécificité au monde de la construction, c'est que les constructeurs sont également tenus à ce qu'on appelle les garanties légales constructeurs. Ça, c'est un régime spécifique aux constructeurs qui est prévu dans le Code civil, l'article 1792 et suivant, et qui s'applique une fois que l'ouvrage a été réceptionné. Et ça, c'est un point fondamental. S'il n'y a pas de réception, il n'y a pas de garantie constructeur. Et c'est pour ça que la réception est un point si important. J'entends souvent les maîtres d'ouvrage dire « Ah oui, mais on ne réceptionnera pas tant que l'ouvrage n'est pas nickel, nickel. On veut une réception sans réserve. » Mais c'est une erreur en réalité parce que la réception déclenche les garanties légales constructeurs et va vous donner au contraire des leviers d'action à l'égard des constructeurs pour veiller à ce que toutes ces petites réserves soient justement levées. Donc, il ne faut pas s'en priver. Après réception, donc, il y a trois types de garanties qui existent. La première, c'est la garantie de parfait achèvement. C'est celle qui va permettre justement de contraindre l'entreprise à revenir sur site pour lever les réserves qui auraient été formulées soit à la réception, soit dans l'année qui suit. C'est une obligation de faire et qui pèse principalement sur l'entreprise. Ensuite, vous avez la garantie de bon fonctionnement. Alors là, je passe plus vite parce que honnêtement,
Ça porte sur les éléments d'équipement qui sont dissociables de l'ouvrage et qui fonctionnent. Il y a eu un débat à une époque pour savoir si la peinture, ça rentrait là-dedans. Aujourd'hui, on considère vraiment que ça fonctionne. Donc, une porte, une VNC, voilà, ce genre de choses. Et il ne faut pas que ça porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Dans ce cadre bien précis, la garantie de bon fonctionnement intervient pendant 2 ans. Ce qui vous intéresse, vous, surtout, c'est la garantie décennale. Elle intervient pendant 10 ans à compter de la réception, donc ça dure très longtemps. Et d'ailleurs, pour l'assureur, en termes de provisionnement du risque, c'est ce qu'on appelle un risque long, ce n'est pas évident. Il faut aller vers des assureurs spécialistes en droit de la construction, pas vers n'importe quel assureur. La décennale, elle est là pour accompagner le maître d'ouvrage en cas de désordre grave, donc principalement qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage, qui le rendent impropre à sa destination. Quand ça fuite partout, on ne peut plus habiter le bâtiment, donc il est impropre à sa destination. Et on rentre aussi dans cette catégorie la question des atteintes à la sécurité. Là, je pense, on en a déjà parlé, au garde-corps, par exemple, au risque d'incendie. Alors, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? C'est parce que là-dessus vient s'ajouter l'obligation d'assurance. Les constructeurs ont une obligation d'assurance pour certains de ces fondements juridiques de mise en cause de responsabilité, mais pas pour tous. Et donc, il faut être vigilant, parce qu'ils peuvent être très bien assurés à certains égards, mais pas à d'autres. Alors, déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous, moins bonne pour la Mutuelle des architectes français, mais la bonne nouvelle, c'est que les architectes ont une obligation d'assurance pour l'ensemble de leurs prestations. Donc, peu importe qu'on les actionne sur le fondement de leur responsabilité civile, contractuelle ou sur la base de la garantie décennale, eux, de toute manière, ils seront correctement couverts. Et la police MAF est d'ailleurs rédigée en ce sens. Elle a pour objectif de les couvrir pour l'intégralité de leurs prestations. Ce n'est pas le cas des autres. Je parle là des entreprises, des maîtres d'œuvre type BET, économistes, paysagistes, etc. Eux, ils ont une obligation d'assurance, mais qui est très restreinte. Elle porte uniquement sur la garantie décennale, dont on vient de parler à l'instant, et uniquement en ce que les désordres portent sur son matériel. Donc, on parle des travaux de réparation. J'exclus tout ce qui est préjudice d'exploitation et autres, qui sont des désordres immatériels. Donc, elle ne porte que sur les dommages matériels et elle porte sur l'ouvrage neuf. Donc là, se pose la question évidente de quid si j'ai un dommage qui, certes, a été généré à l'occasion des travaux neufs, le ravalement, l'adjonction d'un bout de toiture et ainsi de suite, mais qui va causer un désordre en fait à l'existant en réalité, donc voilà, le bâtiment existant tout simplement. Et c'est là où vient s'accumuler par-dessus, se rajouter des garanties dites facultatives. Donc, les constructeurs un peu sérieux vont faire en sorte d'avoir en parallèle des garanties facultatives pour tout le reste. Mais là, les assureurs ont la possibilité de poser des limites de garantie, que ce soit en montant de prise en charge, avec des franchises, ce genre de choses. Et c'est là où l'œil du maître d'œuvre est important, puisqu'il va vous accompagner pour vérifier que les entreprises avec lesquelles vous allez travailler sont correctement assurées, y compris au titre de tout ce panel de garanties facultatives qui peuvent être souscrites en parallèle de l'assurance obligatoire décennale. Voilà, je suis désolée, c'était un peu réverbatif, mais il faut en passer par là pour comprendre l'importance du contrôle de l'assurance des entreprises et des autres intervenants et le rôle que joue le maître d'œuvre dans cette démarche. Alors, je vais passer assez vite sur cette notion d'existant, mais il faut bien que vous compreniez qu'il y a deux choses différentes. Il y a vraiment la garantie décennale, elle vous couvre pour tous les travaux réalisés. Et puis, il y a le champ de l'assurance obligatoire. Et ça ne se superpose pas tout à fait. C'est mal foutu, j'en conviens. Mais par exemple, une entreprise engage bien sa garantie décennale au titre de ses travaux, y compris sur les existants. Mais pour autant, elle n'a pas d'obligation d'assurance au titre de ses existants. Elle ne l'aura qu'au titre des travaux neufs. C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Donc, il faut vraiment regarder de plus près comment est foutue l'assurance de votre intervenant. Voilà, et donc pour vous reprendre un peu la terminologie, le jargon que vous allez certainement croiser à la lecture de ces attestations d'assurance, il faut aller voir comment sont pris en charge les existants dits non soumis. C'est les termes qui sont employés généralement dans les attestations d'assurance. Grosso modo, retenez surtout que les existants sont soumis à une obligation d'assurance, donc les intervenants vont être bien pris en charge parce qu'ils sont complètement incorporés dans l'ouvrage neuf. Alors, ce petit dessin, l'illustration que je vous ai mis à droite, là, on voit bien, on a conservé la façade et on est venu adjoindre un bâtiment neuf et une incorporation complète. Donc, l'entreprise qui sera intervenue
aura souscrit une assurance obligatoire au titre de sa garantie décennale et cette assurance va le couvrir également pour cette façade qui aura été préservée si jamais elle est endommagée au cours des travaux. En revanche, pour des éléments existants qui, eux, ne sont pas totalement incorporés, alors on en parlait juste avant avec les autres intervenants, ça peut être typiquement un tableau électrique qu'on va venir poser sur un mur. Là, on voit que c'est divisible. Ça ne rentre pas dans le champ de l'assurance obligatoire. Donc, il va falloir être vigilant sur la souscription de garantie facultative. Et vous voyez, c'est quand même assez complexe. Ça nécessite une analyse technique en amont. Et c'est pour ça que j'insiste, comme je le dis depuis tout à l'heure, qu'il faut vous faire assister à ce niveau-là. Il faut être très vigilant sur les conditions dans lesquelles vous allez passer vos marchés avec les entreprises et les autres intervenants, parce que la question de l'assurance va être au cœur aussi de la discussion. Pas seulement leurs compétences, pas seulement le prix de leurs offres, mais aussi leurs conditions d'assurance. Voilà, je pense que je l'ai bien répété, c'est bien clair maintenant. Je vais en venir donc à l'autre volet. On a parlé des assurances des intervenants sur le chantier, mais il y a l'autre assurance, c'est l'assurance du maître d'ouvrage, donc vous. Alors, l'assurance du maître d'ouvrage, soit ça va être le copropriétaire qui fait ses travaux dans son appartement, soit ça va être le syndicat copropriétaire parce qu'on fait des travaux sur les parties communes. Dans les deux cas, vous êtes maître d'ouvrage, peu importe, vous devez souscrire une assurance dommage-ouvrage si vous rentrez dans le champ de l'assurance dommage-ouvrage. Alors, l'assurance dommage-ouvrage, c'est une assurance de préfinancement. Elle a un gros avantage, c'est que en fait, si vous êtes sur un désordre grave qui en fait recoupe le champ de la garantie décennale, l'assureur va pouvoir dans un premier temps faire un financement pour réparer rapidement, ce qui va éviter un arrêt de chantier bien souvent et puis l'accumulation de préjudices immatériels. À charge pour l'assureur ensuite d'aller rechercher les constructeurs pour les faire payer au titre de leur responsabilité professionnelle. Donc c'est un gros atout pour le maître d'ouvrage et ça a été créé dans son intérêt. Après, je sais bien, ce qui vous retient souvent, c'est le coût de la dommage ouvrage. Voilà. Donc, c'est un vrai problème sur des petites opérations. En revanche, elle ne doit pas en être un quand vous êtes sur des opérations d'envergure où le coût de la dommage ouvrage, en réalité, doit être considéré comme une goutte d'eau dans la masse. Parce que, sincèrement, il faut voir les dossiers qu'on a, nous, à la MAF. Les sinistres sont sans commune mesure avec le coût de la dommage ouvrage, généralement. Et vous êtes bien content, le jour où ça se produit, de l'avoir souscrite. L'assurance dommage ouvrage, elle est donc obligatoire. Et là encore, la question qui se pose souvent, c'est quand est-ce qu'elle est obligatoire ? Parce que ça va dépendre de la nature des travaux que vous réalisez. Quand on est sur des travaux qui tendent véritablement à porter atteinte aux fonctions primitives de l'ouvrage, donc c'est tout ce qui est clos, structure, couvert, là, on va être dans le champ de l'assurance obligatoire de la dommage ouvrage. Donc, vous devez la souscrire. Pareil, si vous portez atteinte, par exemple, aux propriétés du sol ou vous portez atteinte à l'ouvrage déjà existant. Dans le cas inverse, elle n'est pas obligatoire. Et c'est là où le maître d'œuvre va aussi vous apporter son expertise. Il va vous dire si oui ou non, vous rentrez dans le champ de l'assurance obligatoire de dommage ouvrage et si vous devez ou non la souscrire. Typiquement, l'exemple que je donnais, c'est le ravalement. Il va vous expliquer si le ravalement qui est envisagé n'est qu'un ravalement purement esthétique, auquel cas, il n'y a pas besoin de prendre une néo. En revanche, si vous êtes sur un ravalement qui inclut une reprise complète de l'étanchéité du bâtiment, là, on voit bien qu'on va toucher à une fonction primitive de l'ouvrage. Vous êtes dans une obligation de souscription de la DO. Et là, j'insiste sur le caractère obligatoire. Pour les particuliers, là, je pense au copropriétaire qui fait ses travaux dans son appartement, la tentation sera forte de ne pas forcément la souscrire parce qu'il n'y a pas de sanction derrière. En revanche, pour le syndicat des copropriétaires qui fait des travaux sur les parties communes, là, il va y avoir une sanction potentiellement pénale. Hein. Donc, il ne faut pas jouer à cache-cache avec la DO. Et surtout, je vous le répète, elle est dans votre intérêt. Et même si elle vous paraît très coûteuse à l'initio, en réalité, le jour où le sinistre se produit, ça sera vraiment une sécurité très importante. Voilà pour la DO. Ce que je voulais vous dire, c'est que certains assureurs proposent souvent des garanties facultatives en même temps que la souscription de la DO, donc au maître d'ouvrage. Donc, il faut regarder les packages qu'ils vous proposent. Et notamment, ils vous proposent une garantie facultative pour les existants, les fameux dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas toujours soumis à l'assurance obligatoire pour les constructeurs. Donc là, ça peut avoir un intérêt parce que si votre entreprise, vous sentez qu'elle est flébarde sur ses conditions, enfin sa couverture d'assurance au titre des existants, peut-être que vous pouvez compenser en doublant votre assurance DO d'une garantie facultative sur cette question-là. Ça vaut aussi pour les immatériels. Voilà, il faut un peu comparer, faire une analyse plus globale en fait, de la souscription de l'assurance qui est faite sur votre opération. Et là, le maître d'œuvre est là pour vous aider sur ces questions-là.
Bon, il n'est pas non plus courtier, hein, je le redis, parce que parfois il y a une confusion, mais c'est quand même de son devoir de conseil de vous accompagner, quitte à vous dire, faites-vous assister d'un courtier sur cette opération qui est très complexe et qui pourrait générer facilement du sinistre. Voilà, j'en ai terminé pour le package responsabilité assurance. J'espère que j'ai été claire et vous pourrez poser vos questions après. Là, j'en viens vraiment davantage au rôle du maître d'œuvre et dans quelle mesure il va vous accompagner et vous aider à sécuriser votre opération. Il va jouer un rôle à plein de niveaux. On a beaucoup parlé de l'assurance, mais il y a d'autres aspects. Et donc là, je vais vous les développer. Donc, on va parler de l'information qu'il va vous apporter, qui est très importante sur votre programme, sur votre budget. On va parler des diagnostics, des constats qui peuvent être faits avant travaux, et puis également du rôle qu'il va jouer dans la sélection des entreprises et dans le contenu de leur marché. Parce qu'on peut anticiper plein de trucs, mais encore faut-il être bien conseillé. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le rôle du maître d'œuvre, c'est de vous accompagner en vous posant les bonnes questions sur la nature de votre projet, pour qu'on définisse clairement le programme, les attentes, qu'on identifie aussi les points risqués dans votre opération, parce qu'on est sur des existants, donc on sait qu'il y a des failles possibles, on peut découvrir des choses en cours de chantier, et il est là aussi pour vous avertir sur ce qui peut potentiellement se produire et être découvert à la suite de l'ouverture du chantier. Vérifier l'adéquation de votre enveloppe financière, parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc, il est là pour vous accompagner et trouver peut-être les bonnes variantes pour faire en sorte que vous rentiez dans votre budget, en priorisant aussi les travaux qui doivent être faits. Et puis, il est là pour attirer votre attention quand il voit qu'il peut y avoir un risque de dérapage en cours de chantier sur le coût des travaux. C'est un sujet qui a beaucoup de sens aujourd'hui dans l'actualité, puisqu'on sait qu'on est confronté à une hausse massive du coût des matériaux. Voilà, et qui surviennent en plus de manière ponctuelle sur des nouveaux matériaux. Et ça va durer, on le sait. Donc, c'est aussi le rôle du maître d'œuvre de vous conseiller quand il voit qu'apparaît ce type de difficulté et que vous allez au-devant d'un surcoût que vous n'aviez pas du tout anticipé. Donc, c'est vraiment un rôle d'accompagnement complet et tellement que quand il exerce correctement son devoir de conseil, il faut bien voir que les juges, dans ce cas-là, vont être plutôt sensibles à la cause du maître d'œuvre. J'en parle parce que c'est important que vous ayez conscience que vous avez un rôle à jouer. Le maître d'ouvrage n'est pas simplement taisant, assisté et ainsi de suite. On a des arrêts, hein, les juges considèrent que quand vous avez été bien éclairé, que vous avez eu une bonne appréciation du risque, si vous faites le choix, par exemple, de refuser de faire un diagnostic parce que vous ne voulez pas exposer ce coût-là, ou d'aller vers une entreprise moins disante alors que le maître d'œuvre vous dit que ce n'est pas une bonne idée, qu'elle n'a pas les compétences nécessaires, ou encore des cas où vous faites des travaux insuffisants alors qu'on vous a alerté, un BET structuré passé, vous avez alerté sur la nécessité de faire un certain nombre de renforcements et vous faites l'impasse là-dessus, le maître d'ouvrage peut engager sa responsabilité. Voilà. Donc, c'est un peu donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai devoir d'information de la part du maître d'œuvre, mais en revanche, il y a aussi un devoir d'écoute, j'ai envie de dire, et de responsabilisation du maître d'ouvrage quand le maître d'œuvre attire votre attention sur les risques de votre opération. Voilà. Et alors, je vais vous donner un exemple parce que je pense que c'est plus parlant pour vous. On a un dossier qui est venu comme ça à la MAF sur une problématique liée à la programmation. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage se plaignait, donc ça se passe dans le palais de justice de Paris, se plaignait du fait que les bureaux des greffiers en fait, étaient complètement vitrés, de telle sorte que quand on passait dans le couloir, on avait vu en fait sur les écrans des greffiers, donc en fait, ni plus ni moins sur le contenu des décisions qu'ils étaient en train de rédiger. Et donc, il y a eu tout un débat qui s'est instauré sur ce dossier sur le devoir de conseil du maître d'œuvre qui aurait dit alerter le maître d'ouvrage sur le fait que potentiellement, voilà, il y avait un risque d'atteinte à la confidentialité et que son programme n'était pas adapté. Et dans ce dossier, au final, on a obtenu la mise hors de cause du maître d'œuvre parce que véritablement, il avait alerté sur ces questions en amont. C'est là où je vous dis vraiment qu'il y a un juste équilibre. Voilà, il faut être conscient quand même du rôle que vous jouez. Vous êtes donneur d'ordre, c'est le terme juridique qui est employé. Et c'est aussi à vous de prendre la responsabilité de votre opération avec, bien entendu, l'assistance du maître d'œuvre. Voilà, donc ça, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est corrélatif avec le recours systématique au diagnostic. On fait de la rénovation, on travaille sur l'existant. On en a parlé un petit peu plus tôt dans le cadre de votre intervention. Le diagnostic, c'est une phase essentielle. On ne peut pas s'en passer. Et il est même important que le maître d'ouvrage soit bien informé avant de s'engager sur le fait qu'il y a des choses qui vont être réservées parce qu'on travaille sur l'existant et que les diagnostics ne vont pas permettre de tout voir. Voilà. Typiquement, bien souvent, quand on travaille par exemple sur un immeuble en pan de bois, on a pas mal de dossiers là-dessus, dans le Vieux Paris par exemple, mais pas que, voilà, les vieux immeubles. On va faire des investigations, un paquet de diag. Les diag vous permettent quand même d'avoir un peu de visibilité,
Mais on ne va pas pouvoir faire des sondages partout sur le mur de la façade. Et ce n'est que quand on va déposer qu'on va se rendre compte que derrière le crépi, eh bien, il y a beaucoup de pans de bois à reprendre et beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, ça, c'est les diagnostics sont indispensables. Ils vont vous aider à chiffrer votre opération, mais ils ne font pas tout et il faut que vous en ayez conscience qu'en fait de la rénovation, vous allez au-devant de cet aléa. Il faut savoir que plus vous tardez à faire les diagnostics, souvent on se dit ah, je n'ai pas besoin d'exposer ces frais-là, je le ferai plus tard. Mais plus vous tardez et plus nous, d'expérience, on sait que vous allez au-devant de mauvaises surprises qui vont coûter de plus en plus cher. Voilà. Parce que c'est de plus en plus compliqué de reprendre son opération quand vous avez déjà souscrit les marchés de travaux, que tout est finalisé, et là, vous allez demander aux entreprises de finalement revenir sur certains aspects de leur intervention. Donc, recours au diagnostic le plus tôt possible et recours également donc, à une équipe multidisciplinaire le plus tôt possible. Et j'entends par là recours à des études de techniciens en fonction de la nature de votre opération. Si vous allez taper sur la structure parce que vous allez ouvrir une porte, vous allez créer une surtoiture ou ainsi de suite, il faut un DET structure. Vous ne pouvez pas vous en passer. Si vous faites une opération de rénovation énergétique globale, bien entendu qu'il vous faut un DET thermicien. Donc, il faut savoir vous accompagner des bonnes personnes. Et oui, certes, ce sont des surcoûts qui viennent un peu s'ajouter. On en a parlé un peu plus tôt. Mais là encore, plus tôt ce sera fait et plus vous aurez de visibilité sur votre coût global d'opération et plus vous également vous risquez, vous éviterez la survenance de sinistres. Donc, c'est un point fondamental. L'architecte, certes, il est très compétent, mais il n'est pas thermicien. Ce n'est pas lui qui va vous faire un descriptif complet de la bonne performance énergétique de votre bâtiment. Alors, l'autre point auquel on ne pense pas trop souvent, mais là, ça a du sens quand vous êtes sur un bâtiment qui est en agglomération, par exemple, où vous savez qu'il y a des fragilités dans le voisinage, parce qu'on sait que les sols sont instables dans ce secteur, il y a déjà eu des sinistres. Là, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on appelle des relevés et des constats des existants avant travaux. L'objectif, c'est de figer en fait la situation, c'est de prendre une photo de l'état des bâtiments voisins pour que le jour où il y a un problème, on puisse décider si oui ou non c'est imputable à vos travaux ou si c'était déjà en train d'état auparavant. Et ça a du sens, par exemple, dans des zones où il y a beaucoup de sécheresse avec des phénomènes de gonflement-retrait, parce que si ça se trouve, c'est déjà tout fait cirer chez votre voisin, mais parce qu'en réalité, cet immeuble-là, ça fait bien longtemps qu'il a souffert la sécheresse. Et ce n'est pas vos travaux sur votre copro qui, en réalité, vont générer ces fissures. Il y a plusieurs manières de faire. Soit on passe par un constat d'huissier sur des petites opérations. Quand on est sur du lourd, quand on sait qu'il y a des vraies fragilités, qu'il y a des gros risques, je vous parlais des immeubles en pan de bois, par exemple, quand on sait ce que ça génère, nous, derrière, en termes de dossiers sinistres. Dans ce cas-là, on va carrément recourir auprès d'un juge à la désignation d'un expert, dans le cadre d'un préventif. Et là, c'est aussi le boulot du maître d'œuvre d'être à vos côtés pour vous préconiser le bon type de constat réalisé, quand est-ce qu'il faut passer par un préventif, et surtout, il sera présent lors des constats réalisés par l'expert ou par l'huissier pour vous guider aussi, pour bien relever tout ce qui est à relever à ce moment-là. Ça nécessite qu'il ait accès à l'ensemble des locaux, bien entendu. Donc là, ce sera votre devoir de faire en sorte qu'il puisse accéder à tous les locaux. Et bien sûr qu'à cette occasion, s'il découvre des choses chez les voisins, il va peut-être se poser la question de revoir aussi sa copie par rapport à vos propres travaux pour mettre en place des mesures de confortement pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégradation qui n'était pas forcément envisageable sans avoir vu ce qui se passait chez les voisins. Voilà. Donc, c'est important. Et puis, il va jouer un autre rôle fondamental, c'est au niveau du choix des entreprises et de la contractualisation de leur marché. Alors, le choix des entreprises, on en a déjà finalement beaucoup parlé quand je vous ai parlé de volet assurance. Maintenant, le choix va aussi peser lourd dans le sens où il va aller chercher les bons techniciens, l'entreprise avec de bonnes références, des entreprises solvables, qui ont les reins solides, qui sauront véritablement prendre en charge votre opération. Ce ne sera pas forcément la moins disante, malheureusement, mais il faut vraiment écouter votre maître d'œuvre à ce niveau-là. Si vous déconseillez une entreprise et que malgré tout, vous forcez la porte et vous contractualisez avec elle parce qu'elle est moins chère, là, c'est votre responsabilité qui est engagée. Voilà. À un moment donné, le devoir de conseil, il a sa limite lorsque le maître d'ouvrage outrepasse les conseils qui ont été donnés par le maître d'œuvre dans le choix de l'entreprise. Ça vaut aussi si l'entreprise, par exemple, fait des réserves et que vous n'en tenez pas compte, ou s'il y a des préconisations qui sont données par certains DET techniques et que vous ne les suivez pas. Voilà. Donc là, il y a le choix de l'entreprise, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ce sera la manière dont on va rédiger les marchés de travaux. Il y a plein de choses qu'on peut intégrer. Là, vous avez un exemple de clause, par exemple, sur la reconnaissance des existants. Dans l'offre, l'entreprise va être appelée à chiffrer toute une mission liée à la reconnaissance de l'ouvrage sur lequel il va intervenir
pour qu'il ne puisse pas venir dire ensuite qu'il n'était pas informé du type de support sur lequel il allait devoir travailler. Voilà. Et qu'il vienne se dédouaner auprès de vous en expliquant que ce n'est pas de sa faute, mais l'état du bâtiment initial. Donc, on peut intégrer ce genre de clause en fait pour se sécuriser auprès des entreprises. Et là, c'est aussi le boulot du maître d'œuvre de vous conseiller sur la bonne clause qui va vous permettre de sécuriser vos marchés. De même, voilà, vous avez d'autres exemples de clauses qui vont pouvoir être prises en compte, des clauses sur la protection des existants. On ne va pas pouvoir travailler n'importe comment vis-à-vis de la voie publique, des voisins, et puis surtout de votre bâtiment. Souvent, ce sont dans les copropriétés des bâtiments qui restent occupés en plus. Donc, quand on fait des travaux dans les parties communes, il faut faire en sorte que ça ne dégrade pas autre chose et puis qu'on puisse continuer à circuler. Ou alors, quand on fait des travaux avec le bâtiment peut être mis hors d'eau au niveau des toitures, par exemple, là aussi, il faut prévoir dans les marchés que l'offre d'entreprise comprendra l'équipement nécessaire pour mettre hors d'eau le bâtiment durant la durée des travaux, avec un bâchage approprié, et ainsi de suite. C'est des petits surcoûts, mais c'est ce qui va éviter que vous ayez des mauvaises surprises après, parce qu'on va vous faire des réclamations. L'entreprise va faire des réclamations sur ce qu'elle va considérer comme étant des travaux supplémentaires par rapport à ce qui avait été négocié initialement dans son offre. Et ça, c'est le travail du maître d'œuvre de vous accompagner pour éviter toutes ces petites mauvaises surprises qui, mis bout à bout, vont coûter très cher à la fin. Voilà, et là, on en a beaucoup parlé, la couverture d'assurance donc des entreprises et des intervenants avec lesquels vous allez travailler. Vérifier véritablement qu'est-ce qu'il y a dans leur police. Alors, on a parlé des garanties facultatives au titre des ouvrages existants, si on fait des dommages dessus. On a parlé des dommages matériels. Mais il y a d'autres sujets. Il faut aller voir s'ils sont bien assurés pour l'activité pour laquelle ils souscrivent un marché avec vous. Un maçon, il sera assuré pour des travaux de gros œuvres. Donc, s'il vient faire l'électricité chez vous et qu'il y a un sinistre, il ne sera pas assuré. Donc, il est peu probable d'ailleurs qu'ils soient en capacité de lui-même de payer le sinistre. Donc, ça va poser une vraie difficulté. C'est vous qui finalement supporterez le coût final. Il faut aller vérifier aussi quand on met en œuvre des techniques particulières de construction, un peu innovantes. Pourquoi pas, ce n'est pas un souci. Nous, à la MAF, d'ailleurs, on est les premiers à porter ce type d'opération en accompagnant les architectes et en leur laissant les moyens de leur créativité. Mais les entreprises, elles ne sont absolument pas couvertes pour ce genre de risque, généralement. Donc, il faut aller voir de plus près si vous partez sur quelque chose d'un peu innovant, vérifier que les entreprises sont, elles, bien couvertes pour ça. Voilà. Et puis, je vous l'ai dit, mais je ne vais pas en reparler puisqu'on a fait un point déjà sur la DO. C'est une assurance obligatoire et quand vous rentrez dans le champ de la DO, il faut la souscrire. Et je sais que ça peut paraître être un surcoût quand il n'y a pas de sinistre, mais quand il y en a un, je peux vous assurer que ce sera juste votre porte de sortie, en fait, votre survie. Un dernier point que je voulais aborder, et après je m'arrêterai là, en espérant que je n'ai pas été trop longue et compréhensible. Je voulais faire un petit focus sur un sujet que nous, on a pas mal porté en amont à la MAF, et ça rejoint un petit peu l'intervention que vous venez d'entendre auparavant. Je voulais vous parler du contrat global de rénovation énergétique. Alors en fait, tout simplement, on a été approchés, nous, à la MAF, par deux entités différentes d'architectes. D'une part, les architectes de la rénovation. C'est une émanation, c'est une association qui émane de l'UNSFA, qui est elle-même un syndicat d'architectes un peu important en France. Les architectes de la rénovation, ils ont fait de leur spécialité la rénovation énergétique et ils avaient en tête un modèle, un schéma contractuel pour associer les architectes et les entreprises, les artisans même plutôt, au sein d'un seul contrat, ce qui permet à vous, maître d'ouvrage, d'avoir qu'un seul interlocuteur en face. Au sein de ce contrat, il y a de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est entre eux qui font leur affaire, la répartition des honoraires. Donc, vous n'avez pas à rallonger pour la maîtrise d'œuvre. Et en même temps, vous bénéficiez de l'expertise d'un maître d'œuvre. Voilà, donc c'est des offres globales. Et en fait, c'est la même logique qui était portée par un autre projet, cette fois-ci de l'Ordre des architectes, donc au national, qui sont arrivés aussi avec cette idée d'une offre globale. Alors, eux, il y a deux éléments. Il y a une partie étude où il n'y a que l'architecte qui est là vraiment pour toute la partie diagnostic, étude thermique, mise en place de la bonne solution technique. Et puis ensuite, un contrat global, la même chose, au stade de la réalisation des travaux avec les entreprises choisies localement. Les deux projets nous ont beaucoup plu, ils étaient très similaires, donc on a travaillé avec les deux, on a même eu des discussions communes entre l'ordre et les architectes de la rénovation. Donc le modèle de contrat qui en est sorti, celui des architectes de la rénovation est disponible pour les adhérents UNSFA, donc il faut voir les architectes avec lesquels vous travaillez s'il y a recours à ce modèle. Mais par contre, vous pouvez accéder sans difficulté à celui de l'ordre des architectes qui est disponible en ligne. Je pense qu'on vous communiquera le support ensuite et vous voyez, je vous ai mis le lien pour pouvoir aller directement sur la bonne page, retrouver ces outils contractuels qui ont été rédigés
en collaboration avec l'ordre, mais aussi avec la CAPEB, avec les artisans et avec nous-mêmes, donc qui est un vrai consensus pour une bonne pratique. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller d'y aller. Je pense que c'est un formidable outil pour pouvoir faire aboutir des projets de rénovation énergétique, ce qui est un enjeu fort aujourd'hui, comme vous avez pu comprendre à l'instant, dans la logique de pérennité du bâtiment et de diminution aussi des coûts de consommation. Voilà. J'en ai fini. Donc, je réduis, je vous laisse la page. Et je te redonne la parole. Merci Camille, c'était très complet, très qualitatif. Merci beaucoup pour cette intervention. On va passer, du coup, il est 19h05. On s'était dit jusqu'à 19h15, donc on a encore du temps. Le temps des questions est arrivé. N'hésitez pas à lever la main ou à nous faire parvenir dès maintenant par écrit les questions. Dans cette attente, moi j'en ai une pour toi, Camille. Ça concerne le coût de l'assurance dommage ouvrage. Est-ce que tu as un ordre de grandeur à nous donner? Oui, et comme je disais d'emblée, je sais que c'est un sujet un petit peu sensible. L'assurance dommage ouvrage, elle est calculée de deux manières. Soit on est sur un prix plancher, et grosso modo, tous les assureurs sur la place de Paris sont alignés sur le même coût. C'est à peu près 5 000 € pour un premier prix. Ça peut paraître beaucoup quand on a une opération de petite envergure, mais en réalité, il faut bien voir, je pense que vous l'avez compris, quand on parle de décennale, c'est 10 ans. Donc les assureurs prennent un risque sur 10 ans, provisionnent en conséquence et surtout sur des sinistres lourds. On est rarement sur la problématique de l'assureur auto. Ça n'a rien à voir en termes de prise en charge. On parle en millions quand il y a des gros sinistres. Donc voilà. Donc 5 000 €, c'est beaucoup, mais en même temps, du point de vue de l'assureur, c'est le minimum. Voilà. Après, quand on va sur des projets de plus grande ampleur, on va raisonner non pas par rapport à un prix plancher d'assurance, mais plutôt par rapport à un pourcentage par rapport au coût global des travaux. Et là, on va être sur l'ordre de 2 à 3% à peu près. Voilà. À rapporter au risque réel final. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire que faire justement en cas de difficulté pour trouver son assurance? Quels sont les recours possibles pour nos copropriétaires? Alors, si vous avez du mal à trouver un assureur VO, après, bon, il y a deux options. Soit c'est que vous ne voulez pas payer ce prix-là, là, on ne fait pas grand-chose pour vous. Mais en revanche, si on vous refuse l'accès à une assurance parce que voilà, vous ne rentrez pas dans les critères de l'assureur, là, vous avez la possibilité de recourir au bureau central de tarification. Comme vous l'avez compris, c'est une assurance obligatoire. Donc, comme elle est obligatoire, le législateur a prévu une solution pour pouvoir permettre à ceux qui se feraient refuser systématiquement la souscription d'une police de pouvoir avoir accès à cette police. Donc, en fait, c'est le bureau, le BCT, qui va statuer sur votre dossier et qui va imposer à un des assureurs de la place de Paris, spécialiste en assurance construction, de prendre en charge votre opération. Alors, par contre, il faut bien vous douter que dans ce cas-là, tout ce qui est souscription de garantie facultative, dont je peux vous parler tout à l'heure pour les existants, les immatériels, bon, il est peu probable que cet assureur qui en impose à un client vous propose le package. Voilà, il ne déroulera pas trop le tapis rouge, mais vous aurez votre assurance. Merci Camille. Une question pour toi, Philippe. Sur quels critères choisir son maître d'œuvre? J'ai bien envie de répondre quand même, mais bon. Oui, je laisse la parole. Camille a pas mal détaillé en fait ces approches-là. Donc déjà, il y a un maître d'œuvre, comme l'a évoqué Camille, un élément essentiel, c'est déjà de vérifier qu'il a les bonnes assurances. Alors, c'est vrai que la simplification de l'architecte qui couvre l'ensemble des champs permet de s'assurer de ça, mais encore faut-il savoir si l'architecte est bien raccordé à l'ordre aussi, puisque certains architectes se disent architectes et des jurisprudences ont démontré, enfin des problèmes des litiges ont démontré qu'ils n'avaient pas en fait perdu leur diplôme d'architecture. Le deuxième point, c'est en effet le périmètre de l'assurance, c'est-à-dire que quelque part, vous voyez, Efficience aujourd'hui, nous sommes un bureau d'études, donc on a souscrit des assurances complémentaires, comme l'expliquait Camille, pour pouvoir en fait à la fois intégrer les aspects façade, les aspects étanchéité. Donc ça, c'est des éléments importants aussi à vérifier quand on fait partie de la maîtrise d'ouvrage. Derrière, il y a tout ce qui est qualification. Donc,
Pour la partie ingénierie, ce sont des qualifications OPQBI, donc c'est un jargon un peu particulier, mais là aussi, je vous incite à regarder un petit peu tout ça dans le dossier de présentation des entreprises, la notion de qualification par rapport aux différentes expertises que disposent les équipes. Et puis après, c'est la notion de cohérence et de groupement. C'est-à-dire que quelque part, comme je ne sais plus si c'est Camille ou si c'est toi, Mathieu, qui l'a évoqué, il faut se sentir bien avec l'équipe, il faut que l'équipe soit à l'écoute aussi, donc il y a un climat de confiance qui se soit créé et que la copropriété soit réellement acteur du projet. C'est-à-dire qu'on n'impose pas, quand on est maître d'œuvre, un projet au conseil syndical ou au copropriétaire. C'est réellement la copropriété qui construit son projet et le maître d'œuvre est à son service. Il est là pour le conseiller d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, d'un point de vue social aussi, parce que je ne sais pas construire quelque part quelque chose qui est beau sur le papier, mais derrière qui est ingérable parce qu'on a créé des usines à gaz. Donc, tout ça, c'est aussi toute cette cohérence-là. Il est important en fait, de l'évoquer au moment des différentes phases, que ce soit de la phase diagnostic jusqu'à la fin de la phase conception, lors de ce sujet-là. Voilà, globalement, il me semble important. Pour juste ajouter peut-être par rapport à la distinction architecte et architecte qui se dit architecte, effectivement, il faut bien distinguer l'architecte de l'architecte d'intérieur. La terminologie architecte n'est pas protégée. Donc, aujourd'hui, n'importe qui peut se dire architecte. Donc, regardez de près à qui vous avez affaire. Si vous voulez faire appel à un architecte, ça ne veut pas dire qu'il y a il y a des très bons architectes d'intérieur qui savent s'entourer des équipes qu'il faut. Et on a parlé de pluridisciplinarité, c'est vraiment ça. Mais il y a aussi des architectes d'intérieur qui sont plus des décorateurs et qui ne seront encore pas les compétences et le profil pour vous accompagner sur des vrais travaux de réhabilitation. Voilà. Après, si vous voulez vraiment un architecte, là, il faut aller voir s'il a son diplôme, si c'est un architecte DPLG ou non, ou HMO. Et effectivement, le mieux, c'est encore de se rapprocher de l'ordre pour vérifier qu'il a inscrit au tableau. Comme ça, vous n'aurez pas de suspicion. S'il est assuré à la MAF, s'il a un contrat MAF, c'est qu'il est architecte déclaré. Voilà. Après, on a aussi à la MAF ce qu'on appelle des autres concepteurs, puisqu'on a une filiale qui s'appelle Euromaf. On assure aussi des BET, on assure aussi des archives d'intérieur, mais on fait un contrôle en amont parce qu'on est, voilà, on est très soucieux de garantir pas la bonne image seulement, mais c'est vraiment la qualité du travail fourni par les concepteurs. On est convaincu de leur plus-value, mais c'est à vous d'être vigilant sur l'acteur auquel vous faites appel. Voilà. Et pour compléter aussi sur l'aspect équipe, c'est-à-dire que quelque part, il est important de vérifier les références. C'est-à-dire que globalement, les entreprises, les maîtres d'œuvre qui interviennent, qui font équipe, souvent sont à même de vous proposer en fait des chantiers qu'ils ont réalisés. Donc, il est important aussi de regarder cet aspect-là. Si un architecte ou un bureau d'études qui a l'habitude de faire des eaux, ce n'est pas forcément adapté à votre problématique de rénovation du bâtiment tel que vous l'avez vous. Donc voilà, c'est des éléments importants à regarder. J'avais un autre élément, mais donc cette notion de coordination aussi, de qui fait quoi, qui est l'interlocuteur. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'on va avoir un certain nombre d'expertises, comme vous l'avez expliqué, que ce soit dans la structure, que ce soit dans l'acoustique, etc. Il faut quelqu'un qui coordonne et il faut avoir un chef d'orchestre pour éviter les disharmonies. Ah, mais je l'ai dit à un tel, non. Il faut que ce soit réellement structuré dès la phase de domination en fait, des équipes. Il faut que vous sachiez quel est l'interlocuteur principal et à qui vous devez rendre des comptes. Merci Philippe. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pose la question fatidique. On vous a assommé d'informations. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis à la disposition de ceux qui voudraient me poser des questions ultérieurement, parce qu'à l'occasion une fois qu'on est en situation, parfois on a des doutes. Dans tous les cas, effectivement, il y aura vos coordonnées et les participants, si d'autres questions surviennent, nous, l'ALEC, on n'hésitera pas à vous les transmettre et à vous mettre en relation avec les participants de ce webinaire. Voilà. Donc, écoutez, je pense que vous avez été très clair.
Je vous remercie sincèrement pour la clarté et la qualité de vos interventions à tous les deux. Je vous remercie également d'avoir accepté mon invitation. Je vais donc conclure simplement en reprenant le contrôle de mon écran et simplement terminer en rappelant que si vous souhaitez davantage d'informations sur l'univers de la rénovation, vous avez la possibilité de vous tenir informé via notre site officiel. Vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, aller chercher de l'information concernant les dispositifs d'aide financière, la possibilité d'avoir le guide qu'on vous transmettra via notre email avec la présentation, bien évidemment. Et puis d'autres informations qui peuvent vous être utiles, notamment on met à votre disposition l'annuaire d'entreprise qui vous permet d'aller identifier des entreprises travaux, d'audit ou de maîtrise d'œuvre, dans laquelle je crois figure Efficience d'ailleurs. Et puis, pour terminer, si le sujet vous a plu et que vous souhaitez approfondir les notions qu'on a vues aujourd'hui ou découvrir de manière générale la rénovation énergétique, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. La première, c'est de pouvoir vous former via le MOOC RenocoPro. Alors, mes excuses, il y a une coquille, la date du 23 mars est bien évidemment obsolète. En revanche, il y a une autre session qui arrivera en automne pour laquelle vous pourrez vous inscrire. La formation est totalement gratuite et vous aurez la possibilité de pouvoir suivre cette formation au jour le jour à votre rythme. Et puis, vous avez également la possibilité d'avoir accès à un guide qui vous explique, qui revient sur les notions de maîtrise d'œuvre en rénovation énergétique, le guide copropriétaire et puis enfin, un guide plutôt à destination des syndics sur la mise au vote des travaux de rénovation. Voilà. Et puis, sinon, pour ceux qui souhaitent partager ce webinaire, vous aurez la possibilité de retrouver sur notre chaîne YouTube l'intégralité de la vidéo qui sera à disposition de tous. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde, de très bonnes vacances, puisqu'on arrive dans la période qu'on aime tous. Et puis, on se retrouve dans les 2 derniers trimestres de l'année 2021 pour de nouveaux événements avec l'ALEC et puis de nouvelles surprises. Voilà. Merci à tous et passez une excellente soirée. Merci, au revoir. Au revoir Camille, au revoir Philippe. Au revoir.